Je m'appelle Luc. J'ai 35 ans. Et lors d'un gala de charité de Noël scintillant, ma propre mère a publiquement dit à ma fille de 10 ans qu'elle n'était pas sa vraie petite fille et de sortir. Avant de vous parler du moment explosif qui a suivi, le moment qui a déchiré ma famille et m'a finalement libéré, faites-moi une faveur et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Ça aide de savoir que je ne suis pas seul dans cette situation. Le téléphone a vibré contre le chêne poli de la table de conférence. Une vibration que j'ai ressentie au plus profond de mes entrailles. Un seul SMS de ma fille Lily. J'ai baissé les yeux, m'attendant à une série d'émojis en forme de cœur ou à une question sur l'heure de mon retour à la maison. Au lieu de cela, j'ai vu 5 mots qui ont arrêté le monde de tourner. Mamie a dit que je ne suis pas sa petite fille. On peut partir ? L'air a quitté mes poumons en un seul hoquet silencieux. La présentation au client au milieu de laquelle je me trouvais, le projet architectural de plusieurs millions de dollars à l'écran, tout s'est dissous en un bruit insignifiant. Je me suis levé si brusquement que ma chaise a raclé le sol. J'ai marmonné une excuse, quelque chose à propos d'une urgence familiale, et je suis parti en courant. Je n'ai pas attendu de réponse. Le trajet de la ville à la grande prison qu'était la maison de mes parents à Aspen a semblé une éternité. Chaque feu rouge était une insulte personnelle. Chaque conducteur lent, un monstre. Mes jointures étaient blanches sur le volant et un œuf froid et dur de fureur se serrait dans mon estomac. C'était la seule chose que j'avais redoutée. La seule personne que j'avais juré de protéger. Je l'ai trouvé recroquevillé sur le rebord de la fenêtre de sa chambre. Une petite boule de misère, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste prise dans mes bras, je l'ai serrée fort et je l'ai laissée pleurer. C'est tout ce qu'un père peut faire, parfois. Juste être là. Juste être le mur qui les protège du monde, même quand les monstres sont à l'intérieur de la maison. Après qu'elle se soit endormie en pleurant dans mes bras, je l'ai délicatement allongée dans son lit et j'ai remonté les couvertures jusqu'à son menton. Puis je suis sorti de la chambre, j'ai fermé la porte, et le chagrin qui m'avait tenu debout s'est brisé, remplacé par une rage si pure et si froide qu'elle ressemblait à de la glace dans mes veines. J'ai sorti mon téléphone. Un seul SMS à mon avocat. Occupe-toi de tous. C'est tout. Cette nuit-là, mon téléphone n'a pas cessé de vibrer. 29 appels manqués de ma mère, Eleanor. Un flot de textos frénétiques de mon frère, Daniel. Je les ai tous ignorés. Finalement, un seul message désespéré d'elle. S'il te plaît, ne fais pas ça, Luc. S'il te plaît. J'ai regardé le message, la supplication de la femme qui venait de briser le cœur de ma fille. Ma réponse a été courte. Mes doigts étaient stables. Tu ferais mieux de commencer à prier. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment une invitation de Noël s'est transformée en guerre totale, nous devons revenir quelques semaines en arrière. Tout a commencé, comme c'est si souvent le cas, par un mensonge enveloppé dans un joli ruban. Ça a commencé par un appel de ma mère m'invitant, Lily et moi, à Aspen pour un vrai Noël en famille. L'appel est arrivé un mardi après-midi. J'étais en train d'esquisser un nouveau design, le soleil se glissant par la fenêtre de mon bureau et, pendant un instant, j'étais vraiment en paix. Puis son nom a clignoté sur l'écran. Eleanor, ma mère. Mon premier réflexe, comme toujours, a été de l'ignorer, de le laisser aller à la messagerie vocale où elle laisserait un message sec et vaguement désapprobateur sur quelque chose que j'avais oublié de faire. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Luc, chéri. Sa voix était comme du miel mêlé d'arsenic, une douceur qui avait toujours un arrière-goût amer. Je pensais juste, ça fait bien trop longtemps. Richard et moi adorerions que toi et Lily veniez à Aspen pour Noël cette année. Toute la famille sera là. Il est temps que nous soyons tous ensemble. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, le crayon toujours à la main. Le silence s'est étiré entre nous. Dans ma tête, j'étais de nouveau un enfant, debout dans l'embrasure du bureau de mon père. Je tenais un dessin que j'avais fait, une esquisse détaillée d'une ville futuriste. J'en étais si fier. Je le lui ai montré. Elle y a jeté un coup d'œil, ses lèvres s'amincissant en cette ligne familière de désapprobation. C'est bien, Luc, avait-elle dit, ses yeux dérivant déjà vers le couloir où mon frère aîné, Daniel, exhibait son dernier trophée de football. Mais ne penses-tu pas que tu devrais te concentrer sur quelque chose de plus pratique ? Ton frère va devenir PDG un jour. Que vas-tu être, toi ? Un rêveur. Je me suis souvenu d'avoir 17 ans,
recevant ma lettre d'admission dans l'une des meilleures écoles d'architecture du pays. J'ai couru pour leur dire. Mon père, Richard, a grogné derrière son journal. Ma mère a regardé la lettre. Eh bien, a-t-elle dit en la pliant soigneusement, je suppose que c'est mieux que rien. Le programme de pré-droit de Daniel dans son université de l'Ivy League le prépare à un véritable avenir. Assure-toi de ne pas nous faire honte, Luc. Daniel était l'enfant chéri, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Il était l'héritier du trône invisible de la famille, celui qui reflétait l'ambition de ma mère. J'étais l'artiste, le sensible, celui qui a épousé une femme, ma belle et défunte épouse, Anna, que ma mère jugeait ne pas être du bon milieu. Après le décès d'Anna, ça n'a fait qu'empirer. J'étais un père célibataire et un architecte, un homme qui construisait des choses à partir de rien. Dans son monde, j'étais un échec, un rappel ambulant d'une vie qu'elle ne pouvait ni contrôler ni modeler à sa guise. Luc, tu es là. Sa voix m'a ramené au présent. Je suis là, ai-je dit, d'une voix plate. Pourquoi maintenant, maman? Comment ça, pourquoi maintenant, a-t-elle demandé, avec une fausse innocence dans le ton. C'est Noël. C'est pour Lily. La chère petite a besoin d'être entourée de sa famille. Ses cousins, Léo et Mia, sont si excités de la voir. Lily, c'était son coup de maître. Elle savait que je ferais n'importe quoi pour ma fille. J'ai regardé une photo sur mon bureau. Moi et Lily à la plage, son visage rayonnant de rire, un sourire édenté qui pourrait illuminer le monde. Anna avait pris cette photo une semaine avant l'accident. Ma femme m'avait toujours mis en garde contre eux. Ne les laisse pas éteindre ta lumière, Luc, avait-elle l'habitude de dire. Ou celle de Lily. J'avais essayé pendant des années. J'ai gardé mes distances. Des appels polis, des cartes de vœux. J'ai construit une vie pour moi et Lily loin de leur influence étouffante. Mais Lily avait 10 ans maintenant. Elle commençait à poser des questions. Elle voyait ses amis avec leurs grands-parents et demandait pourquoi les siens ne venaient jamais. Ces questions innocentes étaient comme de minuscules poignards dans mon cœur. Peut-être que ma mère avait changé. Peut-être, juste peut-être, que c'était une branche d'olivier. D'accord, me suis-je entendu dire, le mot ayant le goût d'une erreur avant même de quitter ma bouche. D'accord, maman. Nous serons là. Merveilleux, a-t-elle gazouillé, le triomphe dans sa voix indubitable. Je vais faire préparer les chambres d'amis. J'ai raccroché le téléphone et j'ai fixé le carnet de croquis vide. La paix que j'avais ressentie quelques minutes auparavant avait disparu, remplacée par une anxiété familière et lancinante. Je retournais dans la fosse au lion, mais je le faisais pour Lily, et pour elle, j'affronterais n'importe quelle bête. J'espérais juste ne pas me faire dévorer cette fois-ci. Ce soir-là, j'ai fait des spaghettis, le plat préféré de Lily. Pendant qu'elle enroulait expertement les pâtes sur sa fourchette, je l'observais, essayant de trouver les mots justes. Elle était le meilleur de moi, le meilleur d'Anna. Elle avait les yeux vifs et curieux de sa mère et ma détermination têtue. Devine quoi, ma chérie, ai-je commencé, en essayant de garder un ton léger. J'ai parlé à grand-mère Éléanore aujourd'hui. La fourchette de Lily a cliqueté sur son assiette. Ses yeux se sont agrandis. Vraiment? Vraiment. Et elle nous a invités à passer Noël avec eux à Aspen, avec grand-père Richard et oncle Daniel et tout le monde. Pendant une seconde, elle m'a juste regardé, traitant l'information. Puis, un lent sourire s'est étendu sur son visage, une aube de joie pure et sans mélange. Un vrai Noël en famille, a-t-elle murmuré comme si les mots eux-mêmes étaient magiques. Un vrai Noël, ai-je confirmé, le cœur endolori d'un mélange d'amour et de crainte. Elle a poussé un cri et s'est jetée de sa chaise dans mes bras, me serrant si fort que je pouvais à peine respirer. Merci, 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 papa. C'est la meilleure nouvelle de tous les temps. J'ai hâte. On pourra faire un bonhomme de neige et boire du chocolat chaud. Et peut-être. Peut-être que grand-mère m'apprendra à faire ces fameux biscuits. Je l'ai serré dans mes bras, enfouissant mon visage dans ses cheveux. Son innocence était si fragile, si précieuse. Je devais la protéger. Peut-être qu'elle le fera, ma chérie. Peut-être qu'elle le fera. À partir de ce moment, notre appartement a été rempli d'une effervescence qui était entièrement due à Lily. Elle a fait des listes. Elle a planifié des tenues. Elle a regardé des vidéos d'Aspen en ligne, son visage collé à l'écran, poussant des « O » et des « A » devant les montagnes enneigées.
Elle vivait dans un fantasme, un film de Noël de sa propre création, et je n'avais pas le cœur de lui dire que la réalité risquait d'être un drame dirigé par un tyran. Un après-midi, environ une semaine avant notre voyage, je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine, entourée de perles colorées, de fils et de minuscules breloques en argent. Elle était penchée sur son travail, la langue tirée en signe de concentration. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» ai-je demandé en lui ébouriffant les cheveux. « C'est un secret, » dit-elle sans lever les yeux. « C'est un cadeau pour grand-mère. » J'ai tiré une chaise à côté d'elle. Elle enfilait soigneusement de petites perles nacrées sur un cordon solide. Au centre, elle avait placé une petite breloque en argent représentant un oiseau en vol. « C'est magnifique, ma puce, » ai-je dit. Et je le pensais. « Je veux qu'elle m'aime bien, » dit-elle doucement, sa voix petite. « Tu as dit qu'elle. Qu'elle peut être un peu sérieuse parfois. » J'ai pensé que si je lui fabriquais quelque chose, elle verrait que je veux être son amie, que je veux être sa petite fille. J'ai ressenti une vive douleur dans la poitrine. Ce n'était pas seulement un cadeau. C'était une offrande, un plaidoyer pour l'acceptation d'une fillette de 10 ans qui ne méritait que de l'amour. Elle l'a brandi quand elle a eu fini. Un bracelet délicat et chatoyant. C'était simple, fait à la main, et rempli de plus d'amour et d'espoir que tout ce que l'argent pourrait jamais acheter. Elle va adorer, ai-je menti, en forçant un sourire. Lily rayonnait, sa foi dans le monde, dans la bonté de la famille, absolue et inébranlable. Elle a soigneusement placé le bracelet dans une petite boîte doublée de velours, la nouant avec un ruban d'argent. Elle le traitait comme s'il s'agissait des joyaux de la couronne. En la regardant, ma résolution s'est durcie. Je faisais ce voyage pour elle. Je supporterais les remarques acerbes, les regards froids, le sentiment constant et épuisant de ne pas être assez bien. Je serais un tampon entre elle et eux. Je me tiendrais dans la brèche et j'encaisserais tous les coups qui lui étaient destinés. Je lui laisserais avoir son parfait Noël de film, même si ce n'était qu'une belle et fragile illusion. Je lui devais bien ça. Je le devais bien à Anna. Je n'avais juste aucune idée du coût élevé de cette illusion. Le week-end avant notre départ prévu pour Aspen, j'ai retrouvé mon meilleur ami, Ben, pour une bière. Ben et moi avions tout traversé ensemble depuis l'université. Il avait été mon témoin à mon mariage, la première personne que j'ai appelée après l'accident. Il était plus un frère pour moi que mon propre frère, et il était la seule personne qui connaissait la vérité brute sur ma famille. « Tu fais quoi ?» a-t-il demandé, s'étouffant presque avec sa boisson après que je lui ai raconté le plan. Il a posé son verre avec un bruit sourd. « Luc, tu es fou ? Après toutes ces années, tu vas juste retourner dans ce nid de vipères. Avec Lily ? C'est pour Lily, ai-je dit, répétant le mantra que je me répétais depuis des semaines. Elle veut une famille, Ben. Elle mérite de connaître ses grands-parents. Elle mérite d'être heureuse, a-t-il rétorqué, ses yeux sérieux. Et cette femme ne t'a jamais apporté un seul moment de bonheur. C'est une marionnettiste et elle essaie de remettre ses ficelles sur toi. Pourquoi maintenant ? Après tout ce temps, tu ne trouves pas ça suspect ? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'adoucit avec l'âge, ai-je dit, sachant à quel point cela sonnait faible. Ben a juste secoué la tête, un sourire triste sur son visage. Les gens comme elle ne s'adoucissent pas, Luc. Ils affûtent juste leur couteau. N'oublie pas qui est ta mère. C'est une narcissique qui voit les gens comme des objets à arranger pour son propre bénéfice. Daniel est sa possession la plus précieuse. Tu es celui qui s'est échappé. Et Lily est ta fille, pas la sienne. À ses yeux, cela en fait une menace. Ces mots étaient durs, mais ils sonnaient vrais. Ils disaient tout ce que mon instinct me hurlait. Sois juste prudent, a-t-il dit, son ton s'adoucissant. Garde les yeux ouverts et promets-moi qu'à la seconde où elle recommence ses manigances habituelles, tu prends Lily et tu fiches le camp. N'attends pas. Ne lui trouve pas d'excuses. Pas, c'est tout. Je le promets, ai-je dit. La promesse semblait lourde, un poids dans ma poitrine. Le lendemain de ma conversation avec Ben, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais j'attendais un appel d'un entrepreneur. Luc, mon chéri, c'est ta tante Carole, la sœur cadette de ma mère. Sa voix était mielleuse, un trait qu'elle partageait toutes les deux. Elle était la dame de compagnie de ma mère, sa principale source de commérage et d'information. Oh, salut, tante Carole. Ça fait un bail. Je sais,
Et c'est tout simplement merveilleux d'apprendre que toi et ta douce petite fille venez pour Noël. Éléanore est aux anges. Nous sommes tous si ravis. Oui, nous avons hâte, ai-je dit, en essayant de paraître enthousiaste. J'appelais juste pour savoir s'il y a quelque chose de spécial dont Lily pourrait avoir besoin. Des allergies? A-t-elle une couleur préférée? Nous voulons que tout soit parfait pour elle. En surface, c'était un geste attentionné, mais je savais mieux. C'était de la reconnaissance. Elle collectait des données pour Éléanore. Chaque question était une sonde subtile, un moyen de trouver une faiblesse, une préférence qu'elle pourrait plus tard utiliser ou se moquer. C'est une fillette de 10 ans, Carole, ai-je dit en gardant ma voix égale. Elle n'est pas si compliquée. Elle aime la neige et le chocolat chaud. Ça ira. Bien sûr, dit-elle, son ton ne vacillant jamais. Eh bien, nous avons vraiment hâte de vous voir tous les deux. Ça va être le meilleur Noël de tous les temps. J'ai raccroché le téléphone avec un profond sentiment de malaise. L'avertissement de Ben résonnait dans mes oreilles. L'appel de tante Carole ressemblait à un éclaireur envoyé avant l'avancée d'une armée. Il ne se préparait pas pour une réunion de famille. Il se préparait pour un spectacle. Et je me dirigeais volontairement, moi et ma fille, droit sur leur scène. Mon dernier point d'ancrage d'espoir était que je me trompais. Que cette fois, juste cette fois, famille signifierait vraiment famille. La route sinueuse de montagne menant à la maison de mes parents à Aspen était magnifique. La neige s'accrochait au pain comme du sucre en poudre, et l'air était vif et pur. Lily sautillait pratiquement sur son siège, le visage collé à la vitre. « Regarde, papa, c'est comme une carte postale », s'exclama-t-elle. J'ai souri, son excitation un baume temporaire sur mes nerfs à vif. « C'est vrai, ma chérie. » Alors que nous remontions la longue allée chauffée menant à l'imposante demeure en rondin et en pierre, la porte d'entrée s'est ouverte. Ma mère, Éléanore, se tenait dans l'embrasure, une image d'élégance calculée dans un pull en cachemire et un pantalon parfaitement coupé. Mon père, Richard, se tenait un pas derrière elle, un fantôme dans sa propre maison, son expression aussi neutre et illisible que jamais. « Vous êtes là » a dit Éléanore, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. C'était une déclaration, pas un accueil. Elle se pencha raidement vers Lily. « Ma parole, tu as grandi. »« Je t'ai fait quelque chose, grand-mère » dit Lily, la voix remplie d'espoir alors qu'elle tendait la petite boîte nouée d'un ruban. Éléanore la prit, ses doigts manucurés touchant à peine ceux de Lily. « Quelle délicate attention » dit-elle sans même la regarder. Elle posa la boîte sur une table de hall voisine, parmi le courrier et les clés de voiture, comme s'il s'agissait d'un prospectus. J'ai vu le visage de Lily se décomposer pendant une fraction de seconde avant qu'elle n'affiche un sourire courageux. Mon propre sourire semblait figé sur mon visage. « Entrez. Entrez. Vous laissez entrer le froid, a dit Éléanore, se retournant et rentrant dans la maison. Nous les avons suivis dans la grande pièce où un feu rugissait dans une immense cheminée en pierre. Mon frère Daniel était là avec sa femme Sarah et leurs 2 enfants, Léo, 12 ans, et Mia, 8 ans. Luc, content de te voir, mec, a dit Daniel en me donnant une accolade rapide à un bras qui ressemblait plus à une poussée. C'était l'enfant chéri, tout bronzé, en forme, portant une montre qui coûtait plus cher que ma voiture. Il a souri à Lily. « Salut, championne. Prête pour un vrai Noël à la montagne ?» Sarah m'a adressé un sourire plus chaleureux et plus sincère. « C'est si bon de vous voir tous les deux, Luc. Lily, tu es magnifique. » J'avais toujours aimé Sarah. Elle semblait déplacée dans ma famille, comme une fleur sauvage qui aurait accidentellement poussé dans un jardin méticuleusement entretenu mais stérile. « Le dîner est presque prêt », a annoncé Éléanore en frappant dans ses mains. « Allez vous laver les mains. Nous mangeons dans la salle à manger formelle ce soir. » 15 minutes plus tard, nous sommes entrés dans la salle à manger. La longue table en acajou était une œuvre d'art. Porcelaine fine, argenterie polie, verre en cristal et un superbe centre de table de houée de pommes de pin. Mais en y regardant de plus près, le nœud familier dans mon estomac s'est resserré. La table était mise pour 6. Éléanore, Richard, Daniel, Sarah, Léo et Mia. Il n'y avait pas de place pour moi. Il n'y avait pas de place pour ma fille. Je suis resté là, figé, la petite main de Lily dans la mienne. Éléanore a remarqué mon hésitation. Elle a agité une main dédaigneuse. « Oh, ne restez pas planté là.
Nous ne savions pas exactement quand vous arriveriez, alors nous n'avons pas mis vos couverts. Richard, va chercher 2 chaises de plus dans la cuisine. C'était un mensonge si flagrant, si transparent. Elle nous avait invités. Elle connaissait le jour exact, l'heure approximative. Ce n'était pas un oubli. C'était un message délivré avec une précision glaçante dès notre première nuit. Vous êtes des pensées après coup. Vous n'avez pas votre place ici. Mon père s'est empressé d'obéir sans un mot, sans même me regarder. Daniel était déjà assis, riant de quelque chose que Léo disait. Sarah m'a jeté un regard, une expression rapide et fugace d'excuse et de pitié. J'ai serré la main de Lily. Ce n'est pas grave, ma chérie. Allons aider grand-père. Mais ce n'était pas grave. C'était le premier coup de feu tiré dans une guerre que je n'avais même pas voulu mener. Et le pire, c'est que j'avais volontairement amené ma fille sur le champ de bataille. J'ai regardé la boîte cadeau non ouverte sur la table du hall. Elle semblait si petite, si naïve, tout comme l'espoir que je m'étais permis de ressentir. Les jours suivants furent une masterclass en guerre psychologique, exécutée par une série de commentaires passifs-agressifs et de piques calculées, aussi aiguisées et douloureuses que des aiguilles invisibles. Le premier matin, Lily est descendue pour le petit déjeuner vêtue d'un pull rouge vif que je lui avais acheté. Elle l'adorait car c'était la couleur du costume du Père Noël. Eleanor leva les yeux de son café, ses yeux scrutant Lily de la tête aux pieds. Le rouge est une couleur si criarde, tu ne trouves pas, ma chérie, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Ça te donne plutôt mauvaise mine. Mia, elle, est ravissante en pastel. Mia, bien sûr, portait une robe rose pâle qui la faisait ressembler à une poupée de porcelaine. Le visage de Lily s'est décomposé, et elle a passé le reste de la matinée à tirer inconsciemment sur son pull, essayant de se faire plus petite. Plus tard dans la journée, nous étions tous dans le salon. Je racontais une histoire sur un récent voyage de camping que Lily et moi avions fait, comment elle avait courageusement affronté un raton laveur qui essayait de voler nos guimauves. Tu la laisses dormir dehors dans une tente, interrompit Eleanor, en haletant. Luc, vraiment? Pas étonnant qu'elle soit si turbulente. Une fille a besoin de structure, de discipline, pas d'être élevée comme un animal sauvage. Elle s'est ensuite tournée vers Léo et l'a félicité pendant 5 minutes sur ses manières impeccables à table. Chaque mot était une fléchette soigneusement visée. Chaque compliment pour ses autres petits-enfants était une gifle indirecte à Lily. Je me suis retrouvé à constamment faire de l'interférence, essayant de dévier les coups, de traduire le poison en quelque chose de digeste. Mamie a juste des idées démodées, ma chérie, disais-je. Ton pull est magnifique. Le camping t'a rendue forte et indépendante, murmurai-je. Je suis si fier de toi. Mais je voyais les ravages que cela causait. La jeune fille pétillante et enjouée qui était arrivée à Aspen se dégonflait lentement. Elle est devenue plus silencieuse, plus observatrice. Elle a cessé de proposer des histoires et des opinions et s'est plutôt blottie près de moi, sa main cherchant souvent la mienne pour se rassurer. Le pire moment est survenu le 2e après-midi. Nous étions tous réunis près de la cheminée. Lily, rassemblant un élan de courage, a récupéré son cadeau sur la table du hall où il était resté intact. Elle s'est approchée de ma mère, ses petites mains tenant la boîte comme s'il s'agissait d'un trésor sacré. Mamie, je voulais te donner ça maintenant, dit-elle, la voix tremblant légèrement. Eleanor a regardé la boîte, puis Lily, son expression illisible. Elle l'a prise et a lentement dénoué le ruban. Elle a soulevé le couvercle. Pendant un moment, elle a juste fixé le délicat bracelet fait main à l'intérieur. La breloque en forme d'oiseau argenté brillait à la lueur du feu. C'est un bracelet d'amitié, a expliqué Lily, sa voix à peine un murmure. Pour qu'on puisse être amis. Un silence tendu a rempli la pièce. Daniel avait l'air mal à l'aise. Mon père fixait intensément le feu. Sarah regardait, son visage gravé d'inquiétude. Eleanor a refermé le couvercle. Elle n'a pas mis le bracelet. Elle n'a même pas dit merci. Elle a simplement posé la boîte sur le manteau de la cheminée, bien au-dessus du feu. C'est gentil de ta part, ma chérie, dit-elle, sa voix froide et distante. Maintenant, qui veut encore du chocolat chaud? Mia, viens aider mamie. Et voilà, le moment était terminé. L'offrande sincère de Lily, son appel à la connexion, a été rejeté et littéralement mis sur une étagère. Elle est restée là un moment, regardant la boîte, les yeux écarquillés de douleur et de confusion.
Puis elle s'est retournée et est revenue silencieusement vers moi, son petit corps rayonnant de défaite. Elle s'est blottie à côté de moi sur le canapé et n'a pas dit un autre mot de l'après-midi. Plus tard dans la soirée, alors que je marchais dans le couloir, Sarah m'a intercepté. Elle a jeté un regard nerveux autour d'elle avant de parler à voix basse. « Luc, je suis tellement désolée, a-t-elle murmuré, pour tout ça. Ce n'est pas de ta faute, Sarah. Elle s'est tordu les mains. Tu dois faire attention. C'est pire que tu ne le penses. Ce n'est pas juste qu'elle soit difficile. » Elle m'a regardé droit dans les yeux, les siens remplis d'une étrange urgence. « Fais juste attention à toi. Il y a des choses que tu ne sais pas. » Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle a entendu Daniel l'appeler et s'est dépêchée de partir, me laissant seul dans le couloir avec un sentiment de crainte glaciale. Les aiguilles invisibles étaient une chose, mais l'avertissement de Sarah laissait entrevoir quelque chose de bien plus sinistre. Un poison plus profond qui coulait dans les veines de cette famille. Le lendemain, c'était la veille de Noël. La tension dans la maison était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Lily s'était repliée dans sa coquille, ne parlant que lorsqu'on lui adressait la parole et passant la plupart de son temps à lire dans un coin de la grande pièce, aussi loin que possible d'Eleanor. Mon téléphone a sonné vers midi. C'était le principal client de mon cabinet, un magnate de l'immobilier avec un projet notoirement difficile et un délai serré. « Luc, on a un gros problème. » La voix de mon associé était tendue. La ville vient de rejeter la demande de zonage révisée. L'investisseur principal menace de retirer son financement. On a besoin d'une réunion d'urgence maintenant. Tu es le seul qui l'écoutera. J'ai juré entre mes dents. Maintenant, Marc? C'est la veille de Noël. Je suis à Aspen avec ma famille. Je sais. Je suis vraiment désolé, mais si on ne sauve pas ça, tout le projet tombe à l'eau. C'est 100 emplois, Luc. Et un coup dur pour la réputation du cabinet. On a besoin de toi. Mon esprit s'est emballé. Le bureau du client était à Denver, à 2 heures de route dans chaque sens. Avec la réunion, je serais parti au moins 5, peut-être 6 heures, laissant Lily seule ici dans ce nid de serpents. La pensée était insupportable. Je l'ai trouvée dans sa chambre en train de faire sa petite valise. « Qu'est-ce que tu fais, ma chérie ?» ai-je demandé, le cœur serré. « Je veux rentrer à la maison, » dit-elle sans me regarder. « Je n'aime pas être ici. Mamie ne m'aime pas. » Je me suis assis sur le lit à côté d'elle, la prenant dans mes bras. « Oh, ma puce, je suis tellement désolé. Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. »« Ce n'est pas grave, papa » a-t-elle marmonné contre mon épaule. « Est-ce qu'on peut juste y aller, s'il te plaît ?» Et puis j'ai dû le lui dire. J'ai dû lui expliquer que j'avais une urgence, que je devais partir quelques heures, mais que je reviendrais aussi vite que possible. Je lui ai promis que nous réévaluerions tout à mon retour. « Tu me laisses ici ?» a-t-elle demandé, les yeux écarquillés de panique. « Ce ne sera que pour un petit moment, » dis-je, me détestant à chaque mot. « Tu peux rester dans ta chambre, regarder un film. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Je te le promets. » Je ne voulais pas y aller. Chaque instinct me hurlait de prendre ma fille, de jeter nos sacs dans la voiture et de conduire jusqu'à ce qu'Aspen ne soit plus qu'un lointain souvenir. Mais j'ai pensé aux 100 personnes dont les emplois étaient en jeu. J'ai pensé à mes responsabilités. C'était un conflit entre mon devoir de professionnel et mon devoir de père. À ce moment-là, j'ai fait le mauvais choix. J'ai choisi mon travail. C'est une décision qui me hantera pour le reste de ma vie. Je lui ai fait un dernier câlin, je lui ai dit que je l'aimais et je suis sorti, son petit visage effrayé gravé dans ma mémoire. La réunion fut une affaire tendue et épuisante, mais nous avons réussi à calmer l'investisseur et à élaborer une nouvelle stratégie. J'étais soulagé, mais ce sentiment était éclipsé par une anxiété sourde à propos de Lily. Dès la fin de la réunion, j'étais dehors. En montant dans ma voiture, mon téléphone a vibré. C'était le texto, les 5 mots qui ont tout changé. Mamie a dit que je ne suis pas sa petite fille. On peut partir? Le sang s'est retiré de mon visage. Le monde s'est rétréci à l'écran lumineux dans ma main. Elle avait attendu. Eleanor avait attendu que je sois parti, que ma fille soit complètement seule et vulnérable pour lui porter son coup final et le plus cruel. La bête avait enfin montré ses vrais crocs, et j'avais laissé ma petite fille seule dans la cage avec elle. Je ne me souviens pas du trajet de retour à Aspen.
C'était un flou de vitesse et de fureur. J'ai poussé la voiture aussi vite que possible, mes mains agrippant le volant si fort que mes os me faisaient mal. Tout ce que je voyais, c'était le visage terrifié de Lily. Tout ce que j'entendais, c'était l'écho de ma propre promesse stupide. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. J'ai garé la voiture brutalement et je me suis précipité par la porte d'entrée. La maison était remplie des bruits de rire et de verres qui tintent. Ils étaient dans la salle à manger, en train de prendre un dîner de réveillon festif. En passant en trompe devant la porte, je les ai tous vus assis autour de la table, un portrait de famille parfait. Mais la chaise de Lily était vide. J'ai monté les escaliers 2 par 2. Sa porte était fermée. Je l'ai poussée doucement. Lily. Elle était recroquevillée sur le rebord de la fenêtre, comme je l'avais imaginé, regardant la neige tomber. Elle ne s'est pas retournée quand je suis entré. « Eh, ma chérie, je suis de retour », ai-je dit, la voix pleine d'émotion. Elle m'a finalement regardé, ses yeux rougis et vides. L'étincelle qui était si unique en elle avait disparu. C'était comme si quelqu'un avait éteint une lumière à l'intérieur d'elle. « Je veux rentrer à la maison maintenant, papa », a-t-elle murmuré. Je me suis assis à côté d'elle et je l'ai prise sur mes genoux. Elle semblait si petite, si fragile. « D'accord, ma puce, on y va. Mais d'abord, peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Son histoire est sortie en sanglots discrets et hésitants. Après mon départ, elle s'était sentie seule et avait décidé de descendre, dans l'espoir de regarder un film de Noël. Elle a trouvé tout le monde dans le salon. Elle a dit bonjour. Personne n'a répondu. Ma mère était là, dirigeant mon père sur la façon d'accrocher une guirlande. J'ai demandé si je pouvais aider, a pleuré Lily, enfouissant son visage dans ma poitrine. Je voulais juste aider. Elle m'a dit qu'Eleanor s'était tournée vers elle, le visage de pierre. Et puis elle avait prononcé les mots qui se cachaient sous la surface depuis tout ce temps. Tu n'es pas ma petite fille. Tu es la fille d'une femme qui était indigne de cette famille. Et tu es la fille d'un homme qui a été une déception constante. Tu n'as pas ta place ici. Sors de ma vue. Mon sang s'est glacé. Dire cela à n'importe quel enfant est monstrueux. Le dire à sa propre chair et son propre sang, à une petite fille dont le seul crime était de vouloir votre amour, c'était impardonnable. Lily sanglotait dans mes bras. Pourquoi me déteste-t-elle autant, papa? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien, dis-je, ma voix un murmure rauque. Tu n'as rien fait de mal, ma puce. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos d'elle. Elle est brisée à l'intérieur. Je l'ai tenue jusqu'à ce que sa respiration se régularise et qu'elle s'endorme d'épuisement. Assis là dans le noir, regardant la neige tomber, quelque chose en moi a changé. La partie de moi qui avait toujours désiré leur approbation, qui avait espéré une réconciliation, est morte. Elle s'est flétrie et s'est transformée en cendre. Et de ces cendres, quelque chose de nouveau, de dur et de dangereux a grandi à sa place. J'ai délicatement allongé Lily dans son lit. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts bougeant avec une certitude calme et glaçante. J'ai ouvert l'application mémo vocale. Puis je l'ai réveillée doucement. Ma chérie, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de très difficile pour moi, ai-je murmuré. J'ai besoin que tu me dises encore une fois ce que grand-mère a dit. Exactement ce qu'elle a dit. Peux-tu le faire? Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes, mais elle a hoché la tête courageusement. À travers ses sanglots, elle a répété les horribles paroles, la voix de son enfant se brisant de douleur. J'ai enregistré chaque syllabe. C'était la chose la plus cruelle que j'ai jamais eu à faire, mais c'était aussi nécessaire. J'avais maintenant mon arme, et j'allais réduire leur monde entier en cendres avec. Après que Lily se soit rendormie, je suis descendu. Les bruits du dîner s'étaient estompés. Je pouvais les entendre dans la grande pièce, le faible murmure de la conversation, l'éclat de rire occasionnel. C'était comme si rien ne s'était passé, comme s'ils n'avaient pas juste brisé le cœur d'une petite fille. Je suis passé devant eux, ignorant le regard interrogateur de Sarah et le regard dédaigneux de ma mère. Je suis allé directement au bar et je me suis servi un verre bien tassé. J'en avais besoin. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage si profonde qu'elle était presque paralysante. Leur crier dessus ici, en privé, serait inutile. Eleanor nierait. Mon père resterait silencieux et Daniel prendrait son parti, comme il l'a toujours fait. Il ferait bloc,
me manipulerait et retournerait la situation pour que ce soit de ma faute. Non, une confrontation privée était ce à quoi ils s'attendaient. C'était ce pourquoi ils étaient préparés. J'avais besoin d'une scène différente, plus grande. Mes yeux sont tombés sur une épaisse invitation gaufrée posée sur la table basse. Vous êtes cordialement invité au gala de charité annuel de la Fondation pour l'enfance d'Aspen, organisé par Eleanor et Richard Palmer. Demain soir, jour de Noël. Le point culminant du calendrier social d'Aspen. Une soirée où ma mère se tiendrait sur une scène et parlerait de l'importance de la famille, de la communauté et de la compassion, tout en se prélassant dans l'adulation de ses riches amis. C'était parfait. C'était une scène construite sur l'hypocrisie, et j'étais sur le point de faire s'effondrer toute la production. Mon esprit a commencé à travailler. L'architecte en moi voyant la structure du problème et concevant une solution. J'avais besoin d'un levier. J'avais besoin d'alliés. Je suis retourné à l'étage et j'ai passé 2 appels. Le premier était à Ben. Ils ont franchi la ligne, ai-je dit, ma voix basse et dure. Ça va se passer. J'ai besoin que tu sois prêt. Je n'ai pas eu à expliquer. Il savait. Le deuxième appel était à mon avocat. J'ai expliqué la situation, l'historique de la violence psychologique, le favoritisme flagrant, et maintenant ceci. C'était un requin, le meilleur dans son domaine, spécialisé dans les litiges successoro-familiaux complexes. Avez-vous une preuve de cela? A-t-il demandé. J'ai un témoin de 10 ans avec le cœur brisé, ai-je dit. Et j'ai un plan. C'est là que je lui ai envoyé le texto. Occupe-toi de tous. C'était un ordre. Je voulais qu'il commence à creuser. Examiner le trust familial, le testament, les finances de la fondation, tout. Le pouvoir de ma mère reposait sur 2 choses, son statut social et son argent. J'allais lui prendre les 2. J'ai regardé la liste des invités pour le gala. Près du sommet se trouvait un nom qui a fait-il dans mon plan. Monsieur Harrison, le PDG de Harrison Holdings. C'était le plus grand promoteur immobilier de la ville, un homme dont ma mère désirait désespérément le respect. Il était aussi le plus gros client potentiel de mon cabinet. Je le courtisais pour un projet colossal depuis des mois. Ma mère pensait qu'elle organisait une fête. Elle n'avait aucune idée qu'elle préparait en fait le terrain pour sa propre chute. Je ne la laisserai pas s'en tirer avec ce qu'elle a fait à ma fille. La guerre arrivait, et j'étais enfin prêt à me battre. La salle de bal de la station de montagne suintait la richesse. Des lustres en cristal jetaient une lueur chaude sur des centaines d'invités en smoking et robes de soirée. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. C'était une scène d'élégance civilisée parfaite, et tout était un mensonge. Je suis entré avec Lily en me tenant la main. Elle portait une simple robe de velours bleu foncé et ressemblait à une petite princesse, bien que ses yeux soient encore assombris par la tristesse. Nous avions passé un marché. Elle serait courageuse pour moi pendant un petit moment, puis nous quitterions cet endroit pour toujours. Ma famille était à une table près de l'avant. Ils ont levé les yeux à notre approche, la surprise scintillant sur leur visage. Ils s'attendaient clairement à ce que je sois déjà rentré chez moi la queue entre les jambes. Luc, a dit ma mère, sa voix tendue, un sourire d'hôtesse plaqué sur son visage pour le bénéfice de ceux qui regardaient. Je suis surprise de te voir. Je pensais que toi et Lily vous reposeriez. On ne manquerait ta grande soirée pour rien au monde, maman, ai-je dit, ma voix faussement calme. J'ai tiré une chaise pour Lily à la table, juste à côté de la mienne. Un acte de défi silencieux. Nous avons notre place ici. Le dîner fut un exercice de tension extrême. Je pouvais sentir les regards interrogateurs de mon frère, les coups d'œil nerveux de Sarah, la fureur froide émanant de ma mère. Je les ai tous ignorés, concentrant mon attention sur Lily, m'assurant qu'elle mangeait, lui chuchotant des blagues à l'oreille pour la faire sourire. Finalement, le moment est venu. Les assiettes du dîner ont été débarrassées, et l'hôte de la soirée, une célébrité locale, est monté sur scène. Et maintenant, a-t-il tonné, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter le cœur et l'âme de cette fondation, un pilier de notre communauté, l'incroyable Madame Eleanor Palmer. Une vague d'applaudissements polis a parcouru la salle. Ma mère s'est levée, royale et calme, et s'est dirigée vers le podium. Elle a rayonné sur la foule, s'imprégnant de leur admiration. Merci. Merci à tous, a-t-elle commencé, sa voix remplie d'une sincérité étudiée.
Cela me réchauffe le cœur de voir tant de gens généreux réunis ici ce soir. Car que sommes-nous sinon une communauté? Que sommes-nous sinon une grande famille ici pour nous entraider? Elle a continué, tissant une belle toile de mots sur la sainteté de l'enfance, l'importance de l'amour, le devoir moral de protéger les innocents. J'ai ressenti une vague de nausée viscérale. La famille, a-t-elle dit, sa voix enflant d'émotion alors qu'elle atteignait son apogée, est le fondement de tout. C'est notre première et plus importante confiance. C'est là que nous apprenons la compassion, où l'on nous enseigne nos valeurs, où nous nous sentons en sécurité et aimés sans condition. C'était mon signal. Alors que les applaudissements commençaient, je me suis levé. J'ai délicatement soulevé une Lily endormie dans mes bras et j'ai commencé à marcher vers la scène. Un silence s'est abattu sur la salle. Les gens se sont tournés sur leurs sièges, murmurant, confus. Le quatuor à cordes a hésité et s'est tu. Tous les yeux dans la salle de bal étaient sur moi. J'ai vu la panique traverser les yeux de ma mère. Mon père avait l'air de vouloir que le sol l'avale. J'ai monté les quelques marches et je me suis tenu juste à côté d'elle au podium. Je me suis penché vers le microphone, mon cœur battant un rythme régulier et déterminé contre mes côtes. « Excusez-moi » ai-je dit, ma voix claire et amplifiée, résonnant dans la salle silencieuse. Ma mère a parlé si éloquemment de l'importance de la famille. Je l'ai regardée directement, ma voix baissant à un calme glacial. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Elle a essayé d'attraper le microphone, mais je l'ai tenu fermement. Son sourire parfait avait disparu, remplacé par un masque de rage à peine contrôlé. Le spectacle était terminé. La véritable histoire était sur le point de commencer. Je serrai Lily un peu plus fort. Son petit corps, une présence chaude et solide contre le froid du moment. Je pouvais la sentir trembler, mais elle s'accrochait fermement. Elle était mon courage. J'ai reporté mon attention sur la foule silencieuse qui observait. J'ai vu Monsieur Harrison à sa table, son expression d'une curiosité intense et captivante. Avant de continuer à collecter des fonds pour aider les enfants de cette communauté, dis-je, ma voix résonnant avec une clarté que je ne me connaissais pas, je pense qu'il est important que tout le monde entende une histoire sur un enfant, ici même, dans cette famille. Une histoire sur ce qui se passe quand les valeurs dont ma mère vient de parler ne sont rien de plus que des mots vides pour une scène. Eleanor siffla entre ses dents. Luc, arrête ça tout de suite. Tu fais une scène. Tu mets cette famille dans l'embarras. L'embarras, dis-je, ma voix toujours amplifiée par le microphone. Parlons de l'embarras. Parlons de la douleur. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. En quelques pressions, je l'ai connecté au système de sonorisation de la salle de bal. Un moment de Larsen a crissé dans les haut-parleurs, faisant sursauter tout le monde. Et puis il y a eu un nouveau son. Le son de la voix de ma fille, petite et brisée, a rempli la vaste salle silencieuse. J'ai demandé si je pouvais aider. Je voulais juste aider. Ces sanglots enregistrés ont résonné sur les lustres en cristal. Chaque personne dans cette salle était figée, leur visage un mélange de choc et d'horreur naissante. J'ai regardé ma mère. La couleur a quitté son visage, laissant sa peau d'un blanc pâteux et maladif. Mon père fixait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Et puis sont venues les dernières paroles accablantes de l'enregistrement de ma fille. Elle a dit, tu n'es pas ma petite fille. Tu n'as pas ta place ici. Sors de ma vue. Un hoquet de stupeur collectif a balayé la salle de bal. Le silence qui a suivi était absolu, plus lourd et plus profond que n'importe quel son. C'était le son d'une réputation qui se brisait. Le son d'un monde soigneusement construit qui s'effondrait en poussière. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai regardé directement Monsieur Harrison. Son visage était un masque de fureur froide. Il ne me regardait pas. Il fixait Eleanor, ses yeux remplis d'un mépris total. Ma mère, acculée et exposée, a finalement craqué. La façade élégante s'est fissurée, révélant la bête laide et grondante en dessous. Il ment, a-t-elle crié dans le microphone, essayant de me l'arracher des mains. Cette fille n'a causé que des ennuis depuis son arrivée. C'est un fils raté, une déception qui essaie de me ruiner. Et puis mon frère Daniel, l'enfant chéri, le fils parfait, a commis l'erreur qui a scellé leur sort. Il a bondi sur ses pieds, le visage rouge de colère et d'embarras. C'est lui la honte, a crié Daniel, sa voix tremblant de rage, assez fort pour que les tables de devant entendent clairement. Maman a bien fait.
C'est pour ça qu'elle m'a fait signer les papiers. C'est pour ça qu'elle m'a fait signer pour le priver de sa part de l'héritage familial. Il s'est figé, les yeux écarquillés, réalisant ce qu'il venait de dire. Il avait voulu la défendre, mais dans sa loyauté aveugle, il venait d'avouer une conspiration, la dépossession financière et émotionnelle qu'ils avaient exécutée en secret. Il avait admis, dans une salle pleine des personnes les plus influentes de la ville, que ce n'était jamais une querelle de famille. C'était une question de pouvoir, de contrôle et d'argent. Les murmures dans la salle ont éclaté en un rugissement de conversation choquée. J'ai regardé ma mère une dernière fois. Elle se tenait là, exposée, vaincue, l'œuvre de sa vie de mensonges réduite en cendres autour d'elle. Je n'avais pas besoin de dire un autre mot. Je lui ai tourné le dos, à eux tous. Berçant ma fille dans mes bras, j'ai quitté cette scène, j'ai traversé la foule stupéfaite et je suis sorti de la salle de bal. Je n'ai pas regardé en arrière. Je m'éloignais enfin, vraiment. Et cette fois, je n'emportais rien avec moi, sauf ma fille, ma dignité et le son doux et satisfaisant de leur monde qui brûlait derrière moi. L'air froid de la nuit nous a frappés alors que nous sortions de la grande entrée du complexe hôtelier. Il semblait propre, pur, il semblait être la liberté. Lily était silencieuse dans mes bras, son visage enfoui dans mon cou. Elle ne pleurait plus. C'était comme si elle avait purgé toute la douleur et n'était plus que vide. « C'est fini, papa » a-t-elle murmuré. « Oui, ma chérie » ai-je dit, la voix épaisse. « C'est fini maintenant. » Nous avons atteint la voiture à l'extrémité du parking. Alors que j'attachais Lily dans son siège, une silhouette s'est précipitée vers nous hors de l'ombre. Pendant une seconde, je me suis tendu, prêt pour une autre confrontation. Mais c'était Sarah. Son visage était pâle, et elle enroulait un châle étroitement autour d'elle, frissonnant de froid ou de nervosité, je ne saurais le dire. « Luc, attends, dit-elle, la voix essoufflée. « Sarah, je ne veux pas en parler, ai-je dit, mon ton plus sec que je ne le voulais. « Non, je sais. Je ne suis pas là pour leur trouver des excuses, dit-elle rapidement. Elle a jeté un coup d'œil en arrière vers l'hôtel, puis m'a poussé une épaisse enveloppe manie dans les mains. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas faire partie de ce poison. J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe. Elle était lourde. Qu'est-ce que c'est? C'est tout, dit-elle, ses yeux rencontrant les miens, remplis d'un mélange de peur et de résolution. Je fais des copies depuis des mois. Des relevés bancaires de la fondation, des emails, une version différente du testament de ton grand-père qu'Eleanor a gardé caché. Elle manipule les fonds fiduciaires depuis des années, déplaçant de l'argent, utilisant la fondation comme sa tirelire personnelle. L'héritage dont parlait Daniel, elle ne t'a pas seulement exclu. Elle a peut-être volé ce qui t'appartenait de droit au départ. Ton avocat saura quoi faire de tout ça. J'étais stupéfait, réduit au silence. J'étais venu ce soir pour me battre pour la dignité de ma fille. Je n'avais aucune idée que la pourriture était si profonde. L'avertissement de Sarah dans le couloir a soudainement pris un sens parfait et écœurant. « Pourquoi, Sarah » ai-je demandé. « Pourquoi fais-tu ça » Un sourire triste a effleuré ses lèvres. « Parce que j'ai aussi un fils et une fille. Et je ne veux pas qu'ils grandissent pour devenir comme Daniel, ou comme elle. Ils méritent mieux. Et toi aussi. » Elle a regardé Lily endormie dans son siège auto. Elle aussi. Elle m'a serré rapidement le bras. « Va-t'en d'ici, Luc. Ne regarde jamais en arrière. » Et sur ce, elle s'est retournée et a disparu dans l'obscurité. Je suis resté là un moment, l'enveloppe lourde dans ma main me semblant à la fois une arme et une clé. Une arme pour finir ce que j'avais commencé et une clé pour un avenir libéré de leurs mensonges. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai quitté le parking. Dans le rétroviseur, le complexe hôtelier scintillant est devenu de plus en plus petit jusqu'à n'être plus qu'une autre lumière dans la vaste nuit sombre de la montagne. La voix du narrateur devient chaleureuse, s'adressant directement au public. C'est le moment qui a tout changé. Le moment où j'ai finalement repris le contrôle de ma vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes incroyable. Si vous le pouviez, aidez-moi s'il vous plaît en aimant cette vidéo et en commentant avec un ci-dessous. Juste pour que je sache que vous avez fait ce voyage avec moi jusqu'à ce point. Cela n'aide pas seulement plus de gens à trouver cette histoire. Cela me fait savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un d'autre. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage.
Nous ne sommes pas retournés à la maison. Impossible. J'ai descendu la montagne et j'ai trouvé un hôtel tranquille pour la nuit. La première chose que j'ai faite a été d'envoyer par email des photos de chaque document de l'enveloppe de Sarah à mon avocat. Sa réponse a été presque immédiate. Je m'y mets. Ne leur parlez pas. Ne répondez à aucun appel. Les jours suivants ont été un tourbillon de reportages et d'appels téléphoniques, ceux auxquels j'étais autorisé à répondre. L'incident du gala de charité d'Aspen est devenu le scandale de la saison. Les nouvelles voyagent vite dans les petites villes riches. Ma mère, Eleanor Palmer, la sainte patronne des orphelins, était maintenant une paria sociale. Le conseil d'administration de la fondation a convoqué une réunion d'urgence. Face aux preuves des documents de Sarah, que mon avocat leur avait divulgués anonymement, ils ont exigé sa démission immédiate. Elle était dehors, en disgrâce. Son royaume soigneusement construit s'était effondré du jour au lendemain. Bien sûr, les appels de ma famille ont commencé à arriver. J'ai ignoré ceux d'Eleanor. J'ai ignoré ceux de mon père. Mais un soir, le nom de mon frère Daniel a clignoté sur l'écran, et sur une impulsion sinistre, j'ai répondu. « Qu'est-ce que tu veux, Daniel ?»« Ce que je veux, a-t-il balbutié, sa voix un mélange de fureur et d'incrédulité. « Tu nous as détruits. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» Maman est anéantie. Ses amis ne lui parlent même plus. Harrison Holdings vient de se retirer d'une grosse affaire avec mon cabinet. Cela a ruiné notre réputation. J'ai failli rire. C'était toujours une question de leur réputation, de leur argent, de leurs sentiments. Tu as raison, Daniel, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. J'ai ruiné votre réputation, celle que vous avez bâtie sur des mensonges et de la cruauté. Tu es resté là à la regarder abuser de ma fille. Tu as été complice en essayant de voler mon héritage. Tu n'as pas seulement regardé faire, tu as signé les papiers. Alors, n'ose pas m'appeler et te plaindre de ta réputation. Tu n'as aucune idée de ce qu'est une vraie perte. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Le dernier appel est arrivé un jour plus tard. C'était de mon père, Richard. J'ai répondu, curieux morbide d'entendre quelle excuse il aurait. Sa voix était différente. Elle était faible, tremblante. Luc, a-t-il commencé. Mon fils, Je voulais juste dire, je suis désolé. Désolé de quoi, papa, ai-je demandé, ma voix dénuée d'émotion. Désolé de ce qu'elle a fait ou désolé qu'elle se soit finalement fait prendre? Il y a eu un long silence au bout du fil. Je pouvais l'entendre respirer, un son faible et rauque. Je suis désolé pour tout, a-t-il finalement murmuré. Pendant des années, je suis resté à l'écart. Je ne t'ai pas défendu, ni Anna, ni la petite Lily. J'étais un lâche. Je le sais. C'était juste plus facile d'être d'accord avec ta mère. C'était plus facile que de se battre. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Pendant un instant fugace, j'ai ressenti une pointe de pitié pour cet homme faible et brisé. Mais la pitié ne suffisait pas. Plus maintenant. C'était plus facile pour toi, papa, ai-je dit, la finalité de tout cela s'installant dans mon cœur. Mais ce n'était pas plus facile pour moi, et ce n'était certainement pas plus facile pour ma fille. Ton silence était un choix. Tu l'as choisi plutôt que ton propre fils, plutôt que ta propre petite fille. Je dois vivre avec ça. Maintenant, tu dois vivre avec ça aussi. J'ai mis fin à l'appel. Et avec cela, j'ai coupé le dernier fil. La rupture était nette. Elle était complète. Il ne restait plus que le silence. Les 6 mois qui ont suivi ont été comme un réveil après un long rêve fiévreux. Sans le poids constant de la désapprobation de ma famille, je me sentais plus léger. Je pouvais à nouveau respirer. Mon avocat s'est occupé des retombées. Les preuves fournies par Sarah étaient irréfutables. L'Ancien Testament de mon grand-père a été rétabli, et la partie de la succession qu'Eleanor avait tenté de cacher m'a été restituée. Ce n'était pas une fortune colossale, mais c'était significatif. Et plus important encore, c'était une victoire. C'était la justice. J'ai vendu mon ancienne maison, celle qui était trop grande et pleine des fantômes d'une vie que j'avais essayé de construire pour plaire aux autres. J'ai acheté un endroit plus petit pour moi et Lily, une maison moderne avec d'immenses fenêtres, nichée dans un bosquet de pins juste à l'extérieur de la ville. C'était une maison que nous avions choisie ensemble, un endroit rempli de lumière et de rire,
pas d'ombre et de secret. Le plus grand changement est venu d'un endroit inattendu. Un mois après le gala, j'ai reçu un appel du bureau de Monsieur Harrison. Monsieur Harrison a été impressionné par votre courage, Monsieur Palmer, a déclaré son assistante, et par votre portfolio. Il aimerait vous rencontrer pour discuter du projet du front de mer du centre-ville. C'était le projet d'une vie, celui que je poursuivais depuis des années, celui que Marc, mon rival au travail, avait tenté de saboter. Je suis entré dans cette réunion non pas en tant que fils d'Eleanor Palmer, mais en tant que Luc Palmer, architecte et père. Je n'ai pas parlé de ma famille. J'ai parlé de ma vision, de la création d'espaces qui rassemblent les gens, qui favorisent la communauté, qui donnent l'impression d'être chez soi. J'ai obtenu le contrat. C'était une justification qui avait un goût plus doux que n'importe quelle vengeance. Mon succès n'était pas quelque chose qu'il m'avait donné ou permis d'avoir. C'était quelque chose que j'avais gagné par mes propres moyens, construit non seulement sur mon talent, mais aussi sur mon intégrité. J'ai mis de côté une partie de l'héritage pour le fonds d'études de Lily, assurant que son avenir était en sécurité, construit sur une fondation que j'avais posée, pas une que l'on m'avait donnée. J'ai même obtenu la promotion dans mon cabinet pour laquelle je travaillais depuis si longtemps. La vie était, pour la première fois, vraiment la mienne. Mais la vraie guérison s'est produite dans les petits moments. C'était en apprenant à Lily à faire du vélo dans notre rue tranquille. C'était dans les petits déjeuners aux crêpes les dimanches matins. C'était en la regardant redécouvrir sa personnalité brillante et confiante, ne cherchant plus la désapprobation par-dessus son épaule. Un samedi ensoleillé, nous travaillions dans le jardin, plantant une petite parcelle de fleurs sauvages. Lily était couverte de terre, une tache sur le nez, et elle bavardait à propos d'un livre qu'elle lisait. Elle a fait une pause, regardant notre nouvelle maison, le soleil se reflétant sur les grandes baies vitrées. « J'aime bien être ici, papa, dit-elle, la voix douce. « Moi aussi, ma puce, dis-je, le cœur plein. Moi aussi. » On se sent en sécurité. Ce seul mot m'a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. En sécurité. C'était la seule chose que le manoir de ses grands-parents, avec toute sa richesse et sa grandeur, n'avait jamais été. Et c'était la seule chose que je passerais le reste de ma vie à m'assurer que notre maison le serait toujours. Nous construisions une nouvelle vie, un nouvel héritage, un jour tranquille et heureux à la fois. Le passé commençait enfin à ressembler à ce qu'il était, un autre pays, un endroit que j'avais quitté il y a longtemps et que je n'avais aucun désir de revisiter. Un après-midi d'automne frais, une lettre est arrivée. Elle était postée d'une petite ville à quelques états de là que je ne reconnaissais pas. L'adresse de l'expéditeur ne comportait qu'un nom, Sarah. Je l'ai ouverte avec un sentiment d'appréhension. Lily était chez une amie, et la maison était silencieuse. Je me suis assis à la table de ma cuisine et j'ai lu la lettre qui allait fournir la dernière pièce manquante du puzzle. Cher Luc, j'espère que cette lettre te trouvera, toi et Lily, en bonne santé. J'ai vu les nouvelles concernant ton projet avec Harrison Holdings. Félicitations. Personne ne le mérite plus. Je t'écris parce que je sentais que je te devais une explication finale, et peut-être des excuses pour mes années de silence. Comme tu l'as peut-être deviné, Daniel et moi ne sommes plus ensemble. Les événements de Noël ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Je ne pouvais plus élever mes enfants dans cette maison, sous cette influence. Le divorce a été compliqué, mais nécessaire. Nous avons déménagé et nous recommençons à zéro. Pendant des années, j'ai observé comment ta mère te traitait, et je n'ai jamais compris la profondeur de son animosité. C'était plus que le fait que tu ne sois pas le fils qu'elle voulait. C'était plus profond, plus personnel. Après mon départ, ton père et moi avons eu une dernière conversation honnête. C'était un homme brisé, plein de regrets. Et il m'a dit la vérité. La vraie raison pour laquelle Eleanor détestait tes choix, et par extension, toi. C'était à propos d'Anna. J'ai arrêté de lire, le souffle coupé. Anna. Ta mère était pathologiquement jalouse d'elle. Non seulement parce qu'Anna était belle et gentille, mais parce que tu l'aimais si complètement. Dans l'esprit tordu d'Eleanor, Anna avait réussi là où elle avait échoué. Elle avait capturé ton cœur, ta loyauté, d'une manière qu'Eleanor, avec tout son contrôle et sa manipulation, n'a jamais pu. Quand tu as épousé Anna, tu ne choisissais pas seulement une épouse. Tu choisissais un autre type de vie, une autre définition de la famille. Tu choisissais l'amour plutôt que le devoir, et c'était une trahison qu'elle ne pouvait jamais pardonner. Quand Anna est décédée,
je pense qu'une partie de ta mère a été soulagée. Elle pensait qu'elle pourrait enfin te récupérer, te modeler en le fils qu'elle avait toujours voulu. Mais ensuite, il y a eu Lily. Lily, qui ressemble tant à sa mère. Lily, qui est un rappel vivant et respirant de la femme qui te l'a volée. Chaque fois qu'Eleanor regardait ta fille, elle ne voyait pas sa petite fille. Elle voyait la victoire d'Anna. Elle voyait son propre échec. C'est malade, et c'est tragique. Ça n'excuse rien de ce qu'elle a fait. Pas une seconde. Mais je pensais que tu méritais de savoir. Sa cruauté n'était pas due au fait que tu sois une déception. C'était dû au fait qu'elle était consumée par une jalousie si profonde qu'elle préférait te détruire plutôt que de te voir heureux avec le souvenir d'une femme avec laquelle elle ne pourrait jamais rivaliser. Je vous souhaite tout le meilleur, Luc. Tu as brisé le cycle. Sois heureux. Cordialement, Sarah. J'ai plié la lettre, mes mains tremblant légèrement. C'était une révélation à la fois choquante et, d'une manière étrange, libératrice. Toutes ces années, j'avais pensé que son traitement envers moi était parce que je n'étais pas assez bien. Je n'étais pas assez intelligent, pas assez ambitieux. Je n'étais pas Daniel. J'avais porté ce fardeau d'inadéquation toute ma vie. Mais il ne s'agissait jamais de moi. Il s'agissait de ses propres insécurités tordues, de sa propre jalousie pathétique. Je n'étais pas un fils raté. J'étais juste le fils d'une femme incapable d'un amour sincère. Cette connaissance n'a pas effacé les cicatrices, mais elle a changé leur signification. Ce n'étaient plus les marques de mon échec, mais les reliques d'une bataille que j'avais survécue. Une bataille que j'avais gagnée. Sarah avait raison. Le cycle était brisé, et j'étais enfin complètement libre. Notre premier Noël dans la nouvelle maison a été calme, et c'était parfait. Il n'y a pas eu de grand dîner, pas de conversation tendue, pas d'attente. Juste moi, Lily, un sapin de Noël légèrement de travers et une montagne de biscuits que nous avions préparés ensemble, mettant un désordre glorieux dans la cuisine. Le matin de Noël, après l'ouverture de tous les cadeaux, j'ai remarqué Lily assise près de la fenêtre, regardant les pins enneigés. Elle tenait le délicat bracelet de perles qu'elle avait fabriqué tous ces mois auparavant, celui que ma mère avait jeté de côté. « Tu l'as gardé ?» ai-je dit doucement, en m'asseyant à côté d'elle. Elle a hoché la tête, passant son pouce sur la petite breloque en forme d'oiseau argenté. « J'ai décidé de le garder pour moi, » dit-elle, sa voix claire et confiante d'une manière qu'elle n'avait pas eue il y a un an. « Ce n'est plus un bracelet d'amitié. C'est mon bracelet et je suis digne. Il me rappelle que je mérite d'être aimé, quoi qu'il arrive. » Elle a levé les yeux vers moi et a souri, le sourire de sa mère, brillant et plein de vie. « Et je suis aimé, n'est-ce pas ?» Je l'ai serré dans une étreinte féroce, la gorge serrée par l'émotion. Plus que tout dans l'univers entier, ma puce. Plus que tout. J'ai regardé notre petite maison chaleureuse. Le feu crépitait. L'odeur de cannelle et de pain remplissait l'air. Ce n'était pas un palais à Aspen. Il n'y avait pas d'antiquité hors de prix ni de salle à manger formelle. Mais c'était la nôtre. C'était une maison construite sur de nouvelles fondations, celle de la confiance, du respect et de l'amour inconditionnel. J'ai enfin compris. La famille, ce n'est pas une question de sang. Ce n'est pas une question d'obligation ou de nom de famille. C'est une question de qui se tient à vos côtés. C'est une question de qui est présent, qui vous élève et qui vous aime. Non pas pour ce qu'ils veulent que vous soyez, mais pour ce que vous êtes. Il s'agit de la famille que vous choisissez, la famille que vous construisez. En regardant ma fille courageuse, résiliente, merveilleuse, je savais que nous avions tout ce dont nous aurions jamais besoin. Nous avions l'un l'autre, et nous étions enfin chez nous. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà eu à faire face à une situation similaire dans votre propre vie? S'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Votre soutien signifie le monde pour moi.